Cette année, nous avons forcément un engouement et un niveau de prestation d'une toute autre facture. Quand on vient présenter, on se dit que c'est la dernière opportunité. On présente comme si après cette présentation, plus rien n'allait se passer. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. C'est une vie qu'on vend. Je n'attends pas de laisser aller de leur part. C'est un engagement qu'on vend, c'est une passion qu'on vend. Donc il faut plus de clarté, plus de travail. Quand on vient devant un jury, on se prépare. Première journée de compétition à la Villa Mansa et nos entrepreneurs font leur entrée, tels de bons étudiants un premier jour de classe. Ils m'ont l'air plus zen que ceux de la classe précédente. Ils sont 17, ils sont chefs d'entreprise, ils ont des défis à relever et surtout, ils veulent tous remporter un financement pouvant aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. Mais avant de pimenter les choses, voyons voir leur état d'esprit. Je vois à travers ce projet que mon travail depuis des années est en train d'être valorisé. Être sélectionné sur 600 personnes, ça montre déjà qu'on a un projet de qualité, un projet qui mérite d'être accompagné. J'ai crié de joie, j'étais vraiment contente parce que je ne m'y attendais pas. J'en ai parlé à ma famille. Chacun à son niveau a essayé de fêter ça comme il le pouvait. Et, on s'est rendu compte que c'était une opportunité et on avait beaucoup de chances d'être sélectionné dans cette émission. C'est innovateur parce qu'aujourd'hui, on met à la lumière sur des entrepreneurs qui sont dans l'ombre, qui se battent comme ils peuvent pour pouvoir accéder au financement et c'est compliqué. Ça va nous permettre non seulement de nous mettre en lumière, mais aussi de nous permettre aussi de pouvoir réaliser aussi nos objectifs. Mon objectif, c'est de gagner et il faut rester positif. Je pense que les membres du jury vont choisir le projet le plus adapté, le projet le plus sérieux. Bon, ok. Ils sont tous confiants, mais réussiront-ils leur pitch initial? Eh oui, c'est l'heure pour eux de présenter de vive voix leur projet aux membres du jury et de répondre à leurs questions. Vous êtes prêts? Que la compétition commence! Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Je me présente Dominique Akou. Je suis ambulancier et fondateur d'Elite Medical Service. Oui, bonjour madame. Ça va, vous avez contacté Elite Medical Service? D'accord, Macquarie Champour, tribune B. Très bien. J'ai créé cette entreprise à partir d'une opportunité et après 3 ans d'exercice, je peux vous dire que j'ai trouvé ma mission de vie. Une ambulance emploie 4 personnes. Et avec ce financement, nous comptons en acheter 3. Est-ce que l'offre de services que vous avez donc, dans cette industrie-là répond à la demande en transport médicalisé? Oui, parce qu'on a fait le constat sur le terrain qu'il y a un bon nombre de cliniques privées qui n'ont pas d'ambulance. Et ensuite, en termes de... Donc la réponse est non? Oui, la réponse est non. Très bien, la réponse est non. Bon, très bien. Aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires de quel niveau? Le chiffre d'affaires de 2020... 20 ou 21? Ok, le chiffre d'affaires de 2021 est de 34 500 000. Et avec vos 4 ambulances, si vous les avez, vous comptez faire monter le chiffre d'affaires à quel niveau? Alors pour l'année 2022, nous allons passer à 90 millions
Et l'année 2023, nous allons passer à 150 millions de chiffre d'affaires. Avec les 4 ambulances? Avec les 4 ambulances. Parce qu'une ambulance fait environ 2 interventions par jour. Mais comment est-ce que vous comptez être rentable alors? Avec les 4 ambulances, on compte réaliser un chiffre d'affaires moyen de 9 millions par mois. Non, on ne parle plus de chiffre d'affaires, on parle de résultats. On parle de résultats. Le résultat. On ne parle plus de la ligne d'en haut, on parle de la ligne d'en bas. Le bottom line, d'accord. Ouais. Alors, en termes de résultats nets, sur l'année 2020, on a fait une marge positive de 95 000. Et pour l'année 2021, pardon, pour l'année 2020. Vous parlez de marge brute ou de résultats nets? Résultats nets. C'est pas la même chose. Résultats. C'est pas la même chose. En termes de résultats. Ok. 95 000, c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup, c'est vrai. Non. Mais quelles sont vos projections de résultats pour les années suivantes? Oui. Pour 2023, on table sur un chiffre d'affaires un résultat net de 60 millions, pardon, de 1 million. Ah, j'ai eu peur. Le résultat de 1 million. Parce que lorsqu'on commence l'activité en juin 2022, avec ces 4 ambulances, on termine l'année avec une perte. Donc il n'y a pas de... Ok, donc en fait, pour vous, votre rémunération, c'est vraiment sur les 2 modèles que vous nous avez présentés. D'accord, ok. Résultat net, résultat brut, projection. Monvier, cette année-là, c'est dosé, hein? Prochain candidat. Je suis Jean-Pierre Lorion, promoteur de la construction préfabriquée et modulaire. Au début, on a commencé avec l'importation, mais c'était vraiment un coût vraiment très élevé pour nous et il n'était pas trop concurrentiel dans le délai. Mais pour être plus compétitif, il faut un matériel adéquat, une machine qui est automatique, qui produit tout ce qui est armature. Vous faites des maisons préfabriquées? On fait des maisons préfabriquées. La machine, elle vous fera faire les maisons en combien de temps? En 10 jours. Pardon. Et quel est le différentiel de prix entre l'importation, les containers que vous trouviez sur place, et les containers que vous fabriquez? Quel est le coût Le plus avantageux, c'est de trouver sur place. Parce que la construction préfabriquée... Non, ça j'ai compris. Je veux savoir le différentiel de prix, le montant de coût. Le montant de coût... Le coût, combien vous économisez entre le local et le... Oh, on peut dire entre on peut dire 30%. Cette machine que nous voulons commander, on peut nous produire au maximum 10 maisons par mois. Combien coûte la machine? La machine coûte environ 60 millions. D'accord. Sinon, c'est une nouvelle méthode de construction. On construit tout. Elle n'est pas nouvelle, elle est préfabriquée. Oui, c'est pas nouveau. Moi, j'ai vu ça en Chine il y a quelques années. Exactement, mais en Afrique, à Shanghai, ils faisaient des maisons de luxe. Exactement, mais en Afrique, c'est encore nouveau, c'est culturel. Non, c'est pas nouveau en Afrique. Non, c'est vraiment nouveau, madame. Peut-être pour vous. Non, sur le terrain, c'est vraiment nouveau. Il y a beaucoup de pays qui font des maisons préfabriquées. Si, mais non, c'est venu maintenant tout récemment avec une promotion immobilière qu'on a fait. Non, je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire. Bah non, quand vous parlez de l'Afrique. En RDC, ça se fait du Au Rwanda. En RDC, si, en Angola, en Afrique du Sud, même en Guinée équatoriale, où ils ont fait toute une cité. Mais votre affirmation semblait nous dire que c'est nouveau pour l'Africain. Franchement, madame, c'est un peu nouveau pour l'Africain. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment nouveau pour l'Africain parce qu'ils ne savent même pas quand vous parlez de construction préfabriquée. En RDC, ça fait plus de 15 ans. Et il ne va pas capituler. Bref. Linda a l'air agacée, hein? Les avantages d'un logement préfabriqué? D'accord. L'avantage, déjà, c'est le temps de réalisation qui est très court. C'est un peu cette technologie. C'est possible. Ah, mon ami, c'était chaud, hein? Tu avais raison de transpirer. Au suivant. Ah, une femme. Et elle apporte des échantillons. Je dois goûter aussi. C'est quoi, au fait? Allez-y. Quand elle a commencé ce projet de Tofi, et à chaque fois, la famille m'interpellait pour dire voilà ce que ta fille est en train de faire. Celle qui est partie à l'école, elle a un master. Au lieu de chercher à travailler, elle s'enferme dans le garage et elle dit qu'elle fait du toffee. Dans ma production de confiserie, nous fabriquons des bonbons communément appelés des toffees, caramel, coco grillé, bonbons au baobab. Et c'est des produits qui sont faits à base de nos produits locaux. Qui parmi nous n'a pas mangé de bonbons quand il était enfant? Voir les membres du jury, quand vous les voyez, c'est pas facile. Et faire une première télé, ça n'a pas été facile. Et donc j'ai perdu carrément tout mon pitch. Dans nos événements, on ne trouve que des dragées ou des bonbons importés. Alors qu'on a nos propres douceurs qu'on peut valoriser, qu'on peut mettre à un autre standard afin de pouvoir délaisser un peu tout ce qu'on fait venir chez nous ici. Mais ça coûte combien ce pot? 1500 francs.
1500 francs pour 100 grammes. Pour 100 grammes, 12 bonbons là-dedans. 12 à 1500. Donc, 125 francs l'unité. Est-ce que je suis la cible de même? s'assurer que la qualité est celle qui est requise ou J'ai réquisitionné le garage de ma mère que j'ai construit, là où j'ai construit ma petite unité de production. J'ai un certificat de salubrité et donc j'ai fait ma formation technique en agroalimentaire dans une structure française. Donc j'ai appris tout le process de fabrication et de l'hygiène. Vois ton enfant qui est à l'école, qui a un master, tu dois travailler pour faire plaisir à la famille qui se lève pour dire je fais de toffee. Si c'est toffee, nous on peut se lever pour faire toffee. Sinon c'est pas mal. Je suis en train de manger là, c'est bon. Merci madame. C'est un peu dur. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est pour nous bien. Non, c'est vous pouvez reprendre. Vous pouvez avec ça va, hein. Je m'en vais avec. T'es bon au gingembre, hein? Ouais, ça n'a pas été facile. On va faire à l'école de mon fils. La prochaine candidate arrive et son projet va vous étonner. L'histoire dans la Bible nous dit que quand Joseph a eu la révélation qu'il aura la famine en Égypte, ils ont fait des réserves. Et nous n'allons pas attendre jusqu'à 2050 avant d'agir. C'est pour cela que nous avons décidé de faire des réserves de ce que nous avons maintenant en faisant des sauces africaines en conserve, puisque nous sommes africains et la base alimentaire des Africains, ce sont des sauces. On peut les consommer jusqu'en 2050? Non, pas jusqu'en 2050. Présentement, les sauces se conservent à température ambiante jusqu'à 1 an. Et depuis 2019, nous avons mis sur le marché le concentré de sauce claire, le concentré de sauce graine, le concentré de sauce gnangnan et le concentré de sauce tomate. Où est-ce que vous vous approvisionnez? Comment ça se passe? Oui, et déjà moi je suis dans la production agricole depuis 13 ans et j'ai eu à faire une formation en agriculture biologique. Donc j'ai eu à partager cette compétence-là avec d'autres producteurs. Mais malheureusement, nous nous sommes retrouvés sur le marché malgré notre belle récolte où le sac d'aubergines de 50 kg a été acheté à 1000 francs. Et je ne vais pas me retrouver avec des produits qui ne sont pas sains. Donc vous connaissez vos producteurs? Oui, je connais les producteurs, je connais leur mode de production. Ouais. C'est ça. Il y a une traçabilité. En fait. Oui, il y a une traçabilité. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Ah ça, je pense que c'est bon signe. Mais je veux goûter la sauce tomate la prochaine fois. Les femmes que nous avons vues aujourd'hui ont été capables de présenter leur projet clairement, correctement, avec une vision. Elles ont raconté une histoire. Elles ont porté leur projet, elles le maîtrisaient, elles le comprenaient. Et ça répondait à un besoin clair. Guy Ange, le représentant, a la lourde charge de présenter le projet de son ami. Bonne chance, gars. Ils ne vont pas trop te manger. Si vous ne parlez pas plus fort, on vous Je suis Guy Ange Gras. On est gentil, on ne mange pas. D'accord, madame. D'accord, je suis Guy Ange Gras et représentant du candidat Trabi Fabrice, créateur du projet. Bon, d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui est là? J'attendais juste qu'il finisse de dire ce que je me demande. Il est où? En France actuellement. Ok. D'accord. Très bien. Le créateur du projet Mon BIM. Et comment est né le projet? Il est parti d'un constat. Nous avons constaté que pour partager certaines informations, c'est-à-dire d'entreprises ou particuliers, on utilise souvent les cartes de visite. En tant qu'étudiant dans ce domaine-là de technologie, il a jugé bon de mettre en place, c'est-à-dire une solution technologique pour permettre le partage de ces données-là. Et c'est de là qu'est venue l'application Mon BIM. Business, comment ça se passe? Comment vous gagnez de l'argent? Bon, c'est maintenant que l'application vient d'être sortie. Actuellement, c'est encore plus difficile parce que les personnes n'adhèrent pas encore, tout le monde ne connaît pas encore la nouvelle technologie. Et Hey, donc maintenant mais on est dans quoi? Ouais, donc vous n'avez c'est pas de gâté. projet à nous vendre alors? Ils vont finalement le manger tout entier. Vendre le projet. D'accord, mais pourquoi? Vous nous dites que ça n'a pas commencé, que les gens n'adhèrent pas, je ne comprends pas. La question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de marché cible, vous n'avez pas d'études? Si, le marché cible, ce sont les populations, c'est-à-dire généralement les entreprises et les particuliers. Ce sont les entreprises qui ont l'habitude de fournir des services et donner des cartes de visite à certaines personnes. En fait, moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément depuis que vous avez commencé. Fabrice, il est en France, pourquoi? À cause de maladie? Non, il étudie là-bas.
Il était là, mais il est pour ça qu'il a pris des congés, il est venu en Côte d'Ivoire, il pensait que c'était la semaine passée, il était là. Et c'est hier même qu'il est rentré. Non, je veux dire lui-même, parce que là, il doit présenter quelque chose aujourd'hui, il n'est pas là, il est en France. Donc comprenez que tous les autres sont là. Oui, oui. Moi, ça me dérange. Il est le seul associé dans la société? Oui, c'est lui son projet. Oui, non, mais c'est pas parce que c'est mon projet que j'ai pas des associés ou des cofondateurs. Si, il a des associés. Et les associés ne pouvaient pas venir ici? Toi, tu es associé? Oui, je travaille avec lui. Non, je n'ai pas posé cette question. Est-ce que vous êtes associé dans le business? Non, voilà. On travaille ensemble. La question est très claire. Oui. Le français est une langue qui est très très limpide. Êtes-vous Voilà. associé, oui ou non? D'accord. Et quel est votre rôle au sein de l'entreprise? Bon, je le représente ici actuellement. Non, je crois qu'on ne parle pas la même langue. Vous m'avez dit que vous travaillez avec lui dans le projet. Oui. Quel est votre rôle au sein du projet? La campagne publicitaire. Parce que moi, je suis dans le domaine de la communication. D'accord. Bah, écoutez, quand M. Fabrice sera prêt, il viendra. Et il voudra bien nous présenter son projet. On sera très heureux de l'écouter pour qu'il nous donne tous les détails relatifs. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Frère, quand on t'envoie, il faut savoir Suivant. t'envoyer. C'est ça qui est là, hein. Au suivant. Bonjour. Non mais, les gens viennent avec les échantillons et moi je ne peux pas goûter aussi quoi. Ok, si ça continue comme ça, je vais passer en mode grève vocale. En juillet 2018, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire produisait entre 700 000 et 900 000 tonnes de bananes l'année. Mais nous avons remarqué qu'il y a plus de 45% de cette production qui est perdue. Ce qui a provoqué également la dégradation des conditions de vie de tous ces producteurs qui travaillent de façon acharnée. Nous avons également remarqué que dans les rayons des supermarchés, nous avons remarqué une forte présence des chips importés au détriment des chips made in Côte d'Ivoire. Alors, nous avons dit qu'il faut que nous arrivions à relever ce challenge-là. Mon chips est donc distribué aujourd'hui dans des rayons de supermarchés tels que Carrefour, Leader Price, Chic Shop et autres. Nous sommes également distribués dans la sous-région, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et également en France. À 250 francs le prix de vente. De grossiste. Au grossiste. Quel est justement, donc quel est le coût de revient que vous avez, puisque ça a l'air d'être votre... Nous sommes autour de 190 francs. Donc à 190 francs, donc ça vous fait une marge de 60. D'accord. Donc, si vous permettez, oui. On a démarré ce projet avec 50 000 francs et aujourd'hui nous sommes à 69 millions d'investissements parce que nous avons reçu des subventions de la part de l'USAIDF, qui est une structure américaine, après avoir audité notre système de gestion interne. Nous avons également reçu le prix du jeune entrepreneur émergent au niveau du district autonome d'Abidjan. Pour dire que nous sommes sur une bonne voie et nous pensons que si vous investissez dans ce projet-là, vous aurez non seulement changé la vie de plusieurs personnes, mais aussi impacté la zone rurale. Nous avons commencé par les chips nature et nous comptons améliorer avec des saveurs telles que des chips avec des saveurs d'arachide. Moi, j'ai demandé en fait l'huile et le sel, le sucre, parce que quand on voit là, oui, parce que tu as du glucides, tu as sucre, on a vraiment. Donc si on a des enfants diabétiques déjà, oui, on peut pas tout ce que nous sommes en train de faire, comme je le disais, nous sommes en train de travailler. Bientôt sera disponible des chips sans sel pour ces personnes-là qui ne consomment pas le sel. Des chips aussi. Au niveau de l'huile, nous avons des équipements tels qu'une centrifugeuse qui nous permet d'extraire au maximum l'huile. Parce que ce qui fait qu'il y a de l'huile dans les chips, c'est parce qu'il y a une forte présence d'eau. Au revoir, merci. On fait la formation à l'école, mais quand on sort de l'école, ce n'est que la théorie. Jean-Luc, vas-y, souris et présente-nous ton entreprise. Bonsoir. Serrez ta figure dans votre moi-même j'ai eu peur. Je suis Jean-Luc Conan de CIC, cofondateur de l'application Transfert d'argent CIC. Depuis tout petit, c'était quelqu'un qui était beaucoup débrouillard parce qu'il n'a pas de parents. Il a eu même à vendre des cigarettes. Dans le temps, au Milmaki, il vendait des cigarettes et autres, de l'eau et tout ça. Ce sont des difficultés qu'on a eu à rencontrer ensemble. Après même, il a arrangé les PlayStation. CCIP est une innovation 100% africaine, 100% ivoirienne. Nous avons innové ici CCIP afin de rendre plus pratiques les opérations les plus complexes. Avec CCIP, les dépôts, les retraits, les réabonnements des canaux, achat de crédits de communication, récupérer la monnaie, tout ça gratuitement.
Je l'ai vu un matin me disant qu'il part faire la démarche de son entreprise. J'ai dit, toi tu pars de quoi? Toi tu vas entreprendre quoi dans le pays ça? Nous avons cotisé ce qu'on pouvait en ce moment. Chacun a tenté d'appeler qui il pouvait. On a même vu notre tante qui était au quartier qui vendait du poisson, qui participait. Ah, c'est le projet de l'enfant là. Ça que ça vous voulez de l'argent. En tout cas, cette nuit-là, on n'a pas eu les 5 millions voulus, mais on a eu près de 3 millions. C'est ce qui vous permet d'échanger des crypto-monnaies, d'acheter des crypto-monnaies pour ceux qui font du trading. L'application est disponible sur Play Store et Apple Store. Pour ces personnes qui n'ont pas d'Android, nous avons innové avec des cartes QR. Le transfert est à 0,5% sécurisé. Les dépôts, les achats protégés par exemple, pour ceux qui font la vente en ligne, pour éviter les cas de vol avec les livreurs ou les clients, achat d'unités, les crédits de communication, paiement marchand pour suivre les paiements au niveau de votre boutique, votre magasin lorsque vous êtes absent, rendre la monnaie pour les commerçants, permettre aux commerçants de restituer la monnaie désormais aux différents clients, le réabonnement Canal et SITV. Avec ceci, vous pouvez faire un réabonnement de Canal sans problème. CECIP vient résoudre le problème de monnaie. À travers l'application CECIP, vous avez rendre la monnaie. Vous restituez la monnaie de votre client sans problème. C'est 0 frais. C'est une inclusion financière que nous avons innovée aujourd'hui. Nous sommes partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, votre base de données, c'est combien de clients? En tout cas, vous n'êtes pas là où moi je connais. Moi, je ne vous connais pas. Nous sommes partout dans les points de transfert d'argent. CECIP, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Base de données, combien de clients? Votre base de données comprend aujourd'hui combien d'utilisateurs? D'utilisateurs, nous avons au moins 300 000 utilisateurs. La carte, elle est gratuite. Vous réalisez un chiffre d'affaires de combien? Notre chiffre d'affaires tourne autour de 200 000 $ par rapport aux crypto-monnaies. Abidjan, ici, 200 000 $? Non, dans tout. Non, je ne comprends pas. Réexpliquer par rapport aux crypto-monnaies, c'est-à-dire quel est le pourcentage de personnes qui utilisent et quel est le... Là, vous êtes en train de parler de gens qui tradent en crypto. Donc ça, c'est... Vous me mélangez un peu tout. Je veux que vous me détailliez. Votre chiffre d'affaires en équivalent franc CFA? 300 000 $. Vous avez dit 200 000 tout à l'heure. Non, c'est pour les crypto-monnaies. 200 000 $ pour les échanges et achats de crypto-monnaies. Crypto-monnaie, dollars. Ils pensent que ça va influencer les membres du jury. Et au niveau des transferts, les dépôts et retraits, 100 000 $. Pour 300 000 personnes? 300 000 personnes. Peu faible, non? Au niveau des crypto-monnaies, aujourd'hui, CECIP est la première application d'échange et d'achat de crypto-monnaies en Afrique. Non, Ejara, il y en a une autre qui s'appelle Ejara et qui vient de lever des fonds. Donc CECIP n'est pas la première application. Donc, là, en termes d'échange de crypto-monnaies, oui. Nous avons EasyChange, c'est des sites internet pour échanger. Mais en termes d'application, CECIP est la première application au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que vous devriez vous renseigner et faire votre benchmark. Et vous renseigner sur Ejara. Okay, donc déjà, quand on est dans un business, on ne vient pas dire qu'on est le premier et le seul si on ne sait pas ce qui se passe sur le reste du marché. D'accord? Donc Ejara vient de lever des millions de dollars et c'est une application africaine, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale inclus. Moi, j'avoue que je ne suis pas convaincue. Moi non plus, pas du tout. Et je ne vois pas du tout la valeur ajoutée. Bon, quand vous parlez de crypto-monnaie à quelqu'un peut-être qui ne maîtrise pas le volet, il trouve ça un peu flou en fait. Aujourd'hui, grâce à CECIP, on peut compter que la Côte d'Ivoire vient soit en première position ou en seconde position face au Bénin en termes de crypto-monnaie. Et c'est la seule application qui puisse exister en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire pour les échanges de crypto-monnaies. Merci. J'avoue que je suis perdu. Et vous? Il n'y avait pas ce désir cette grande ambition de réussir ce projet vaille que vaille. À la fin de la journée, on y arrive quand on met tous les moyens. Bonsoir messieurs. Déjà, bonsoir, mesdames. lui, il semble plus calme. Je me présente, je suis monsieur Tassé. J'espère qu'il sait de quoi il parle. Écoutons-le. Je suis le fondateur du projet du permis de conduire numérique à point. Aujourd'hui, à cause de la facilité d'avoir un permis de conduire, nous avons trop d'accidents et de pertes de vie humaines, hélas. C'est pour cela que je me suis lancé à Jeune Mansa pour la réalisation de ce projet qui va nous permettre de pouvoir changer la mentalité de tout individu. En pratique, comment ça marche? J'ai pas compris. En pratique, en fait, comment ça marche? Comment ça marche? En premier lieu, c'est d'avoir un serveur.
qui permettra de réorganiser tout type de permis de conduire. Le futur, rien n'existe pour le moment? Pardon? Rien n'existe pour le moment? Non, madame. D'accord. Comment ça, rien n'existe? Mais il fait quoi ici? Il s'agit d'avoir un serveur pour la réalisation, pour l'organisation d'abord du permis. Oui, la partie rentable, c'est-à-dire quoi? Non, la Côte d'Ivoire n'a pas encore changé de ses règles. Pour l'instant, il n'y a pas encore de permis à point. Ça n'existe pas. D'accord. On est d'accord? Donc, vous avez fini de faire une application, vous allez vous dépenser de l'argent pour le faire. Et puis, vous vous croisez les bras et puis vous attendez qu'on prenne une décision. Ou c'est quoi le modèle? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Moi non plus. D'accord. En fait, peut-être que ça existe, comme vous l'avez dit, mais c'est de réveiller Pourquoi j'ai tout d'un coup envie de chanter? Qui existe déjà, mais qui n'est pas encore installé en Côte d'Ivoire. Non mais Stéphane, tu as fait fort. Tu t'enfonces là, mon gars. Comment vous changez la réglementation du pays? Vous avez essayé de faire un piquet devant le ministère des Transports. Qu'est-ce que vous faites réellement? En fait, c'est ça. Parce que vu que c'est quelque chose d'innovant, qu'est-ce que vous avez fait réellement? Bon, j'ai envoyé le projet au ministère du Transport, qui est en train de faire l'étude par rapport à ça. Je n'ai pas encore eu de retour. Mais le retour, normalement, doit se faire d'ici à la fin de ce mois. Donc, vous attendez? Oui, donc j'attends. Mais néanmoins, je viens à Jeune Monsa. Et s'ils reviennent et vous disent non, qu'ils ne veulent rien changer pour maintenant? Et quand nous, on vous donne de l'argent, vous faites comment? Et d'abord, parce qu'on ne sait même pas comment vous gagnez de l'argent déjà. Vous ne savez pas comment je gagne de l'argent? Non. D'accord. Ça, c'est l'un de mes projets. Sinon, moi-même, j'ai plusieurs projets et je suis responsable. On parle de ça. C'est ce projet-là qui nous intéresse. On parle de celui-là. Vous êtes venu avec ce projet-là, c'est ça? Vous êtes à Jeune Monsa pour un projet précis. Oui. Pas 10 projets. Voilà. Ce projet-là, comment on gagne de l'argent? Comment on gagne de l'argent? Mais c'est de l'argent que vous venez chercher. On ne va pas vous donner de l'argent sans savoir comment vous en gagnez. Effectivement. Ça a du sens. D'abord, c'est de passer des anciens permis aux nouveaux permis. D'accord. Donc, c'est à vous, on doit donner le contrat national. Les nouveaux permis à point. C'est ça que vous êtes... Normalement, c'est pour ça que j'ai envoyé ce ministère du Transport. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai envoyé au ministère du Transport pour avoir ce contrat. Ok, d'accord. Voilà. Vous avez une idée de projet pour lequel vous cherchez un financement. On essaie simplement de vous expliquer que la nature de ce projet-là nécessiterait, de notre point de vue, une approche différente. D'accord? Donc, allez réfléchir à cette approche différente. On pourra toujours vous en parler si vous le souhaitez. Mais tel que c'est présenté aujourd'hui, je ne crois pas que ça cadre avec l'architecture que nous avons. D'accord? On peut dire ça comme ça? D'accord. Bon, très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc il faut plus de clarté, plus de travail. Quand on vient devant un jury, on se prépare, on travaille et on s'assure qu'on présente une entreprise qui est cohérente. J'espère que ce candidat est plus lucide que le précédent. Voyons voir. Je suis Nguessan Kofi Jacques Olivier, manager de la société Tsegrossi. Selon le Fonds mondial pour la nature, la Terre a perdu 60% de ses animaux. Et l'une des causes, c'est l'utilisation abusive de la peau des animaux pour les produits de luxe appelés cuir. Et nous avons, dans nos recherches, vu que la Côte d'Ivoire disposait de plus de 15 000 hectares de champs d'ananas, qui après le vieillissement de ces plants-là, ces feuilles se retrouvaient jonchées dans la nature, alors que les feuilles d'ananas peuvent mettre 6 mois, voire 1 an avant de se détériorer. Alors, nous avons, après tant de recherches, trouvé la solution pour venir au secours des animaux. Vu que l'Afrique de l'Ouest exporte plus de 1000 tonnes de cuir chaque année, et la Côte d'Ivoire, qui a perdu plus de 80% de sa forêt, on se demande où sont partis les animaux. Ce que nous faisons, c'est de collecter d'abord les feuilles d'ananas avec les planteurs, les décaper, c'est-à-dire enlever les fibres à l'intérieur des feuilles, et passer, on va dire, pour le compactage, pour devenir le cuir, pour le filage, pour devenir le tissu, pour les mèches, on va dire l'amincage. Et à partir de là, nous passons au procédé de soit de mélange. Et tout le processus est naturel parce que même les couleurs, nous ne prenons pas de produits chimiques comme on le fait avec les peaux des animaux. Nous traitons la couleur avec la couleur des arbres, les troncs d'arbres et on va dire la gomme d'arbre. Vous voulez accroître significativement votre production, oui. Vous voulez investir dans une unité qui va vous permettre de faire face à votre demande. Oui. Il faut que vous intégriez dans cette équation-là l'accès à votre matière première et donc de vous rapprocher dans la mesure du possible des autres. Voilà. Nous avons travaillé avec les étudiants de l'INP en 2019 et nous avons développé un type d'ananas qui ne fera pas de fruits
mais qui va plus développer les fils. Mais ça, c'est un nouveau projet. Oui, effectivement. Pour lequel vous allez devoir investir encore. Autre chose. Vu que nous sommes déjà dans le domaine aussi en agriculture. Il y a des pistes intéressantes à explorer. Merci. Merci. Si vous êtes fan de beurre de karité, je vous invite à écouter ce projet. Découvrons ensemble de quoi il est question. Je viens d'une région, la région du nord-est de la Côte d'Ivoire, la plus grande région de la Côte d'Ivoire, Bounkani, qui a la plus forte production en amande de karité. Il faut que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire a aussi du beurre de karité, parce que j'ai constaté que beaucoup d'Ivoiriens, 97% d'Ivoiriens, ne savaient pas qu'il y avait le beurre de karité en Côte d'Ivoire. Avec le fruit, la pulpe, on sort du sirop, de la liqueur, du jus. Et à partir du beurre, nous pouvons faire toutes sortes de produits cosmétiques avec le beurre de karité, toujours en y ajoutant d'autres huiles végétales que nous avons aussi dans nos régions. À partir de ces 50-60 tonnes de produits de karité semi-transformés, quelles sont la capacité en chiffre d'affaires ou je ne sais pas de vos produits? En chiffre d'affaires en 2019, ça tournait autour de 20 millions parce que j'ai créé la société au 4e mois de 2019. Bon, 2020, ça a été difficile parce que j'étais en France et ça m'a bloqué. Quel est le marché que vous visez? Le monde entier. Non, mais vos marchés, quand vous me dites 40 millions de francs de chiffre d'affaires. 40 millions, c'était marché local, local et la France. Local sur le transformé ou sur le semi-transformé, le beurre? Les deux, le beurre. Quelle est la proportion entre le beurre et les produits transformés? Le beurre est... Les deux, je peux dire. Non, est-ce que c'était 50% de produits transformés? 50%, voilà, ou c'était autre chose? 50% de produits bruts, si on peut appeler ça comme ça. La matière première. Voilà, et c'est comme ça. Faites attention à bien réconcilier vos chiffres. D'accord? Et quand vous nous dites que vous faites 50 à 60 tonnes et que vous achetez 1 kilo à 1000 francs, vous êtes en train de nous dire implicitement que pour ces 50 tonnes qui font à peu près presque 50 millions, d'accord? Quand vous avez un chiffre d'affaires de 20 millions, vous êtes déjà en train de perdre beaucoup d'argent. Oui, il y a un problème. D'accord? Beaucoup d'argent. Avant même que vous ayez commencé à faire une quelconque transformation. D'accord? Je ne vous demande pas de nous répondre maintenant, mais c'est important pour vous de réconcilier les chiffres, pour ne pas qu'on soit perdu dans la façon dont le projet va être présenté. D'accord? Très bien. On peut s'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Au travers des candidatures féminines, alors j'avais beaucoup d'appréhension. Pourquoi j'avais des appréhensions? Parce que j'ai l'impression que chaque fois, quand une femme vient proposer un projet, on est soit dans la cosmétique, soit dans l'art culinaire, ou la dernière fois, on était dans je pense que c'était la petite enfance au travers des poupées. J'ai envie de voir une femme une femme minière. J'ai envie de voir une femme qui est dans le transport. Parce qu'on peut faire tout ça. Depuis la création du Jobber jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré plus de 500 prestataires, dont 50 abonnés. Nous avons signé 4 partenariats avec des structures de la classe. Nous avons 5 contrats de maintenance et nous avons intervenu plus d'une cinquantaine de fois sur des particuliers, essentiellement pour des problèmes de plomberie, de climatisation, de menuiserie ou d'électricité. Si nous avons un désir présentement, c'est de dire que nous voulons voir ce projet-là grandir, parce que nous croyons qu'il va résoudre beaucoup de problèmes aussi même au niveau du monde de l'artisanat, parce que quelque part, il contribue à régulariser aussi le monde de l'artisanat au niveau de notre pays. Un constat assez important a été fait, celui de l'accès difficile des prestations de services à domicile et en entreprise. C'est ce qui m'amène mon équipe et moi-même à mettre en place en 2019 la start-up eJobber. Quand on veut prendre un prestataire, comme je l'ai dit, lorsqu'il est inscrit, on a tout le temps de vérifier est-ce que réellement il fait bien son travail. Je ne vois pas ce que vous faites depuis. Quels sont les critères? Vous n'arrêtez pas de me dire la même chose. Ok, donc déjà, le premier critère, c'est d'aller sur le terrain. Parce que là, c'est le plus important. Par exemple, si aujourd'hui vous allez quelque part dans une ville... Ça, c'est une démarche, ce n'est pas un critère. Donc ici, bon, je voulais juste dire quelque chose. Si aujourd'hui vous sortez au coin de la rue, vous allez voir peut-être un panneau quelque part, c'est écrit plombier avec un numéro de téléphone. Si vous prenez ce numéro de téléphone que vous appelez le plombier, il vient. Et vous ne savez pas si réellement il connaît son métier ou pas. Je vais par exemple appeler Linda. Charles, est-ce que tu connais un plombier sérieux que tu peux me recommander? Donc c'est comme ça que je fonctionne. Okay. Je ne fonctionne pas au hasard. Vous êtes dans des métiers de service.
savez, ne prétend pas qu'il est plombier qui veut. De la même façon que quand vous êtes chauffeur de taxi, on attend de vous au minimum que vous ayez un permis de conduire. D'accord? Quand vous prétendez que vous êtes plombier, vous avez au moins des références. Une référence ou un diplôme ou quelque chose qui atteste de votre qualité de plombier. C'est cela. D'accord? Donc, si vous n'avez pas le moyen de vous en assurer, comment est-ce que vous voulez, par simple discussion... Sur le terrain. Sur le terrain. Exactement. Donc, il faut dire qu'au début... Et en plus, le spectre est relativement large. Oui. Donc là, il faut être... Voilà, enfin, soyez plus précis dans votre réponse, sinon on a vraiment l'impression qu'on a juste une liste de prestataires qu'on met en face de clients potentiels sans s'assurer de la qualité de ces prestataires. J'insiste, ça fait la deuxième fois que je vous le dis, donc prenez-le en compte. Je comprends. Et même si le client veut s'assurer que le prestataire est diplômé, on va lui trouver des prestataires qui ont des diplômes. Excusez-moi, mais vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, c'est pas ça qu'on a dit. On n'a pas dit ça. On n'a pas parlé de diplôme particulièrement, mais de référence. La référence peut être, bon, on ne va pas refaire votre business model à votre place, mais la référence, ça peut être de vérifier qu'il vous donne des numéros de 3 clients chez qui il a travaillé et vous pouvez vérifier avec ces clients-là si effectivement ils sont capables. C'est à vous de construire les références. Ce n'est pas forcément une question de diplôme. Il vous a bien dit, si on a 3 clients qui peuvent attester quand quelqu'un vient, tu t'inscris sur la plateforme et tu dois t'assurer que tu dois avoir des numéros de au moins 3 clients chez qui tu as travaillé, chez lesquels on peut vérifier la qualité de ton travail. En amont, c'est extrêmement important, de façon à valider. Quelqu'un qu'on prend dans la rue, il peut venir, ça peut être un cambrioleur, ça peut être un voleur, ça peut être un bandit. Il faut des références. Vous allez faire rentrer des gens dans les maisons d'autres personnes. Il faut des références. C'est pour ça que je dis, moi, je ne prends pas un numéro de téléphone dans la rue, je suis désolé, je ne le fais pas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord aller sur le terrain, faire une étude de marché, concrètement dans chaque ville. Donc on fera des études de marché, voir un peu... Attendez, vous êtes en train de dire que vous voulez 50 millions pour faire une étude de marché et après faire de la structuration. Vous ne pensez pas que ce sont des choses qui se font en amont avant de venir vous présenter et demander 50 millions? Que vous devez avoir une étude de marché assez claire et précise? Vous ne pensez pas que vous devez quand même avoir une liste de prestataires qui soit quand même référencée pour vous présenter même devant des personnes et leur demander ne serait-ce que 5 francs? Vous ne pensez pas que ce sont des choses qui doivent se faire en amont? Parce que là, moi, j'ai un peu de mal. Vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a énormément de prestataires de services que vous auriez pu organiser correctement, mais que pour l'instant, vous ne l'avez pas fait. Donc, je suis désolée de vous dire que là, franchement, je vais parler pour tout le monde. On n'a rien entendu de ce que vous avez dit et on n'a même pas envie d'écouter la suite. Parce que vous ne semblez même pas structuré. C'est clair, c'est précis, c'est concis. On passe à la suite. Nous voulions leur envoyer un message que dans un exercice comme celui-ci, la forme compte tout autant que le fond et qu'il ne faut pas prendre à la légère la façon dont on présente ton projet, même si dans le fond il peut être intéressant. Notre objectif, c'est donc de transformer notre système alimentaire en proposant des produits alimentaires innovants, naturels et qui puissent permettre à la population de pouvoir se nourrir. Quelles sont vos projections ? Alors, nos projections aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une unité de transformation qui soit aux normes. Donc au total, vous avez besoin de 68 millions. Oui, monsieur, oui, madame. Monsieur. Veuillez m'excuser. Combien vous vendez la boisson? La boisson, on les conditionne en 33 centilitres et en 400 centilitres. Ceux de 33 centilitres sont vendus à 300 francs CFA et ceux de 400 centilitres sont vendus à 500 francs CFA. Et quelle est votre marge? Notre marge se situe entre 35 et 40% de ce chiffre que nous avons donné. Ok. Très bien. Merci. En voilà un qui a su bien se débrouiller. Bonjour monsieur, je suis monsieur Diakité Alassane, directeur... Stop. Reprenez. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci. Nous avons porté notre projet sur la transformation du cacao pour une plus-value, pour permettre à notre producteur de vivre décemment de leur récolte. Il y a 2 processus de transformation du cacao. Il y a la première qui consiste à broyer la feuille pour obtenir de la pâte. Et quand nous avons la pâte, nous pressons la pâte à l'aide
d'une presse hydraulique pour obtenir le beurre de cacao et nous avons les touteaux de cacao. Et les touteaux de cacao sont ensuite broyés pour obtenir la poudre de cacao. Et il y a l'autre ligne expeller qui consiste à presser directement la fève de cacao pour obtenir le beurre et les touteaux de cacao pour l'industrie cosmétique, pharmaceutique, chocolatée et industrie vétérinaire. Qu'est-ce qui va vous différencier, vous, de ce qui existe aujourd'hui? Nous, l'avantage avec nous, c'est que notre machine est conçue de telle sorte que nous pouvons transformer tout type de cacao, même les cacao qui ne sont pas exportables. C'est-à-dire que les graveaux de cacao qui sont les cacao hors normes, les petites fèves de cacao, les brisures de cacao qui sont jetées, même la coque de cacao qui est jetée, nous avons la possibilité. Je vous arrête. Votre machine, la machine que vous comptez, dans laquelle vous comptez investir? Non, la machine que nous avons actuellement. Est-ce que c'est la machine que vous avez développée vous-même ou c'est une machine que vous avez achetée? C'est une machine que nous avons développée nous-mêmes. D'accord. Donc pour répondre à la question du monsieur, c'est que nous, notre particularité, c'est que nous pouvons transformer tout type de cacao. Merci. Merci. Sa présentation sur le plan stratégique. Merci. Mister Cacao a tué sa présentation, à en croire le sourire de Linda. Bravo. C'est qui le prochain? Mon frère est un très bon chef d'entreprise. Je l'ai déjà vu encadrer des enfants de mon âge et il serait bien diriger Gen Games. Je vais vous présenter le logiciel que j'utilise, qui est un moteur de développement qui s'appelle Unity. Depuis son enfance jusqu'à ce jour, Pierre-Antoine a toujours eu un penchant, je dirais un peu exagéré, pour les video games. Il aime beaucoup l'informatique et Gen Games, c'est quelque chose qui lui correspond totalement. C'est juste une démo, mais je vous parle d'environ 600 à 700 lignes de code. Il possède une expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle qui représente le futur dans le champ de l'informatique et du virtuel. Et enfin, vous allez faire ce qu'on appelle build le jeu, c'est-à-dire construire le jeu. Quel est votre projet? Merci. Quel est votre projet? Mon projet est de créer une plateforme pour que toutes les personnes qui aiment les jeux vidéo puissent s'exprimer sur cette plateforme, c'est-à-dire vendre les produits qu'ils auront créés, vendre aussi leurs services, mais aussi faire du marketing et de la communication. Moi, personnellement, je ne comprends pas l'offre. Peut-être que les autres comprennent. J'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, les créateurs de jeux vidéo, comment est-ce qu'ils le commercialisent? Les créateurs de jeux vidéo les commercialisent via des plateformes. Les jeux vidéo sont plus digitaux aujourd'hui que physiques, c'est-à-dire CD et autres. Soit. Donc il y a des plateformes qui existent où ils peuvent le vendre. D'accord? Qu'est-ce que vous apportez comme alternative à cela? Ce que nous apportons comme alternative, c'est de valoriser au fait le travail de ces personnes qui créent les jeux. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes qui existent mettent en avant les jeux au détriment des créateurs. C'est-à-dire, par exemple, sur les plateformes de freelance comme Fiverr et Upwork, beaucoup de personnes recherchent des candidats, au fait, des personnes capables de créer des jeux pour eux. On est trop vieux pour le concept. C'est pour ça que Charles disait tout à l'heure, il faut déjà comprendre. Je crois qu'on est un peu vieux pour comprendre. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça? Pour gagner de l'argent, c'est-à-dire tout ce que les personnes vont vendre, au fait, sur la plateforme, nous allons récupérer un pourcentage sur ces ventes-là. C'est-à-dire, lorsque vous publiez un jeu, par exemple, une fois que quelqu'un achète, vous le vendez à 10 $. Si quelqu'un achète à 10 $, nous, on a 2 $ sur la vente, vous avez 8 $. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. Non, mais c'est même pas attractif, en fait, la façon dont vous présentez la chose. Donc, il y a un travail à faire de vulgarisation, voilà. On est peut-être des vieux schnocks. Et ce qui est dommage, ce qui serait dommage, ça ne l'est pas encore, mais ce qui serait dommage, c'est que précisément, parce que l'industrie du jeu aujourd'hui rapporte énormément d'argent, que vous soyez en train de passer à côté de quelque chose, simplement parce que vous ne l'avez pas assez bien vendu. Ça, ce serait dommage. Donc il faut améliorer votre copie. Merci beaucoup. Mais sinon, c'est un beau projet. Un beau projet mal présenté. On va voir s'il va faire l'effort de faire les choses différemment au prochain round. On espère que ça ira la prochaine fois. Au suivant. Aujourd'hui, nous comptons plus de 7 milliards de déchets plastiques dans le monde entier et Abidjan produit autour de 300 tonnes de déchets plastiques par jour. Notre projet consiste à ramasser, donc à collecter et à trier les déchets plastiques sur les espaces publics, les plages et les ramener dans notre usine pour les transformer en produits directement commercialisables comme les pavés ou les tables-bancs qui sont prototypés ou alors comme matière première
à vendre aux sociétés de plasturgie. Alors, comment est-ce que vous avez organisé justement la collecte de ces déchets plastiques? Très belle question. Parce que l'expérience a montré que dans cette chaîne, ce sont essentiellement d'ailleurs les femmes qui sont à la manœuvre pour faire, notamment donc, le tri et la collecte de ces produits-là. Mais elles ne sont pas forcément très bien organisées. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre projet quelque chose d'intégré pour faire en sorte que ce maillon-là soit correctement servi? C'est pour ça que nous sommes là. C'est la solution que nous venons apporter. Nous avons fait notre prototypage de collecte de déchets avec les jeunes et les mères célibataires, les dames dont vous parliez. On s'est rendu compte que l'ordure, les gens appellent communément ordure, alors que ça est là dans les rues et personne ne s'en occupe. Le déchet plastique s'appelle aussi, si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est appelé or blanc. Ça est là or blanc, pourtant tout le monde voit et personne ne s'en occupe. Mais parce que la problématique était sur la collecte et le tri. Les personnes qui collectent et trient n'ont pas la valorisation nécessaire pour faire de ça une activité quotidienne. Vous voyez? Donc, nous, on a proposé notre approche de la gestion des déchets plastiques aux institutions en 2020. En juillet 2020, on a eu 5 millions pour faire le prototypage. On a fait le prototypage avec l'Union européenne. Après le prototypage, en 2021, l'Union européenne nous a financé 25 millions pour faire l'expérimentation sur une année. Et c'est à la suite de l'expérimentation que nous sommes là. Les 25 millions de l'Union européenne, c'était un don? Oui, c'est une subvention. C'est une subvention qui a été faite pour l'expérimentation de notre approche. Parce que leur objectif, c'est qu'on puisse trouver des partenaires pour financer la partie économique. Sûrement encouragé. En tout cas, merci. Merci je n'ai pas d'autres questions. Merci, moi non plus. Très beau projet. Allez, ramasse ton or blanc, tes ordures et bravo, tu as réussi ta présentation. Au suivant. Qu'il fait nuit, mais c'est comme ça notre travail. Nous faisons les forages et quand on commence nos ouvrages de forage, on ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas terminé. Je suis Kofi Apesika Laurent, CEO de Green Agro Valley, une entreprise qui existe depuis décembre 2018, qui opère déjà dans l'irrigation depuis décembre 2018. Donc c'est un atelier qui est opéré par 4 personnes. Le forage qu'on devait faire en 2 jours, on s'est retrouvé à faire 2 semaines. Mais finalement, on a réussi. Donc, ils sont en train d'installer actuellement une nouvelle tige pour aller à 11,50 m. Et au fur et à mesure que les tiges s'enfoncent, on les ajoute jusqu'à atteindre la profondeur. Donc, en 4 à 6 heures de temps, on a fini de réaliser un forage de 50 à 60 mètres. On injecte de l'eau dans le forage pour sortir la boue au fur et à mesure qu'on creuse. Nos parents qui sont au village, qui parfois doivent parcourir des kilomètres pour avoir accès à une eau insalubre. Mais est-ce que vous savez que dans le monde, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, qui est pourtant une ressource vitale pour la vie de l'homme? L'eau potable, c'est un droit humain et ça fait même partie des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et quel est le coût moyen d'une installation de cette nature-là? Parce qu'après, il faut voir qui va être le client et comment est-ce que ça va générer. Le coût moyen d'une installation de ce type, si on prend panneaux solaires, forage, plus château, on est parti sur un devis qui tourne autour de 6 millions. Quelle est la différence? Quel est votre avantage concurrentiel par rapport aux autres? Pourquoi est-ce que demain, je voudrais faire un forage quelque part à l'intérieur pour une population? J'ai rassemblé des fonds pour ça. Pourquoi est-ce que je viendrai chez vous? Pourquoi pas ailleurs? Quel est votre différentiel? La raison, elle est toute simple. D'abord, économique. C'est-à-dire? Par rapport au coût que nous pratiquons. Parce que nous sommes sur un modèle d'économie d'échelle. Donc, on ne pratique pas des coûts exorbitants. Pour les forages, par exemple, nous proposons, dans certaines zones, où les zones très rocheuses, où il est difficile de forer, on propose des tarifs de 3 500 000 francs. Par contre, nos clients, et je dis nos concurrents, dans cette même zone, proposent des tarifs qui oscillent entre 4,5 millions et 7 millions parfois. Pour le même ouvrage, de la même qualité, il faut dire qu'à ce jour, on a déjà réalisé 8 forages. Malheureusement, il y en a 7 qui ont échoué. Pas parce qu'on n'était pas bien ou bien on ne maîtrisait pas notre travail, mais notre machine s'est heurtée à certaines roches qu'on n'a pas pu dépasser. Malgré tout ça, en 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 73 millions de francs CFA, dont plus de 30 millions provenant de notre business de forage uniquement.
Et on va dire quasiment 43 millions pour la partie irrigation dont je n'ai pas du tout parlé. D'accord, merci. Très bien. Pas de questions? Oui, vous pouvez partir. Mon ami, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est bon. Va vite. Au prochain. Je vais faire vos fourrages quand alors? Ah, ils sont deux et ils ont des échantillons. Bonsoir. C'est Nabou qui sera contente. Écoutons-les. Ferkessédougou, le collège moderne Charles Wanga de Ferkessédougou. Et c'est là qu'on a découvert des mangues. Et les mangues faisaient partie de nos fruits favoris dans le nord. Les mangues que vous dégustez actuellement, elles datent d'1 an. Et donc, on peut conserver ces mangues-là sur 1 an et les consommer. Attendez. Vous n'êtes pas encore arrivé à la visite. Non, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter par rapport à... Voilà. Et donc, en plus des mangues, il faut dire que les mangues en Côte d'Ivoire, c'est seulement sur 3 mois. Il y a aussi un autre fruit qu'on adore, qui est, je crois, le 2e ou le 3e fruit en Côte d'Ivoire, qui est l'ananas. On prévoit de commencer à sécher l'ananas l'année prochaine, dès l'année prochaine, et ainsi de suite avec l'ananas et la banane. Mixer maintenant des produits pour avoir non seulement des mangues séchées, l'ananas, mais ajouter du raisin et aussi des produits à côté comme le beurre de mangue, qui est notre produit phare. On est en période d'études actuellement par rapport au beurre de mangue et on commence la production de beurre de mangue l'année prochaine. Donc vous voulez un financement de combien? On veut un financement de 50 millions. D'accord, avec les 50 millions, qui sera réparti comment? Ok, les 50 millions, on aura 40 millions qui seront focalisés sur la machine. Donc ça vous fera 3 machines maintenant? Ça nous fera, oui, non, on peut avoir 2 machines avec ces 50 millions, ces 50 millions. Donc ça va faire 4 machines. Donc avec on aura, les machines qu'on a sont des machines artisanales, si on veut dire, qu'on a fait sur le tas. D'accord, donc avec les 4 machines, on va passer à combien par jour? Avec les 4 machines, on prévoit de pouvoir produire au niveau des mangues, on pourra aller entre 40 et 50 kilos par jour. Maintenant, au niveau de l'ananas, on pourra avoir 30 kilos par jour. Merci. Nous avons écouté toutes les présentations. Les membres du jury doivent à présent délibérer et normalement en éliminer 2. Mais apparemment, ce sont 4 qui rentreront chez eux. Et nos candidats sont stressés pendant que les membres du jury délibèrent. Moi, je ne suis pas très sûre de Élite. Élite, non, moi je garderai. Moi aussi, je garde. Moi, je ne suis pas très sûre. C'est l'heure des résultats. Tous ceux qui n'entendront pas leur nom quitteront malheureusement l'aventure aujourd'hui. C'est triste, mais n'oubliez pas que n'a pas de financement qui veut, mais qui le mérite. De la liste des candidats qui sont retenus pour le prochain round. Tambou Rachel, Gérard, Diakité Alassane, Kwasi Marie-Ange, Eti Naturel, Pierre Thiam de Gen Games, Lourno Jean, Doudou Fidèle, Guesson Kofi Jacques, Voici Jacob, Ajika, Akou Dominique, Elite Medical Service, Apessica Laurent, Green Agro, Denis Rachel et le dernier Silué Daouda et Sagra Fatoumata. À l'issue de cette première journée, ce sont donc 4 entrepreneurs qui nous quittent. Il s'agit de Peoun Kwame, de Konankwadio, de Tapé Stéphane et apparemment le BIM de Trafabrice ne se fera pas dans cette saison de Jeunes Mansa. J'ai eu la chance d'être au second tour. Malheureusement, ma route se termine là parce que je n'ai pas eu assez d'éléments pour enrichir mon projet. On n'a pas obtenu ce que nous voulons, ce n'est pas encore la fin. Il y a des manques, donc il faut travailler véritablement là-dessus. L'expérience fut belle, même si je n'ai pas été retenu. Néanmoins, j'ai appris beaucoup
des autres candidats, également des membres du jury. Il était difficile pour nous de laisser les 4 candidats que nous avons éliminés continuer parce que c'est vrai, ils avaient des projets intéressants, mais ils étaient pas, on était en première division, même on était en Champions League. Et eux, franchement, ils étaient en D3. Alors, qu'est-ce qui a manqué aux candidats éliminés durant cette première session? Je dirais de la pratique, de la préparation. Quand je dis pratique, c'est vraiment axé sur la préparation et la méthodologie. Je pense qu'il y avait un gros déphasage entre la compréhension de leur projet et l'explication de leur projet à leur auditoire. J'ai décidé de prendre un avion la semaine passée, et venir à Jeune Mansa pour pouvoir présenter le projet de moi-même. Et je ne regrette pas. Voilà mon choix. Mon Tofi et moi, nous sommes arrivés là aujourd'hui. C'est une victoire pour les femmes du Carité. Pour toutes ces 25 000 femmes qui travaillent dans le Carité, dans les 7 régions productrices en Côte d'Ivoire, c'est pour elles que je mène ce combat-là. Le plus important, ce n'est pas ce qui est en jeu, mais c'est ce qu'on va prendre ici. Parce que même le gain qu'on aura, ça sera un gain remboursable. Mais ce qu'on va apprendre, ça va nous suivre pour toute notre vie. Il y a des formations qui vont être données pendant la semaine qui vient. Il y aura de l'accompagnement, de profiter de ça et d'utiliser toutes ces opportunités comme levier pour se donner un maximum de chances pour arriver en finale. Alors la prochaine étape, en effet, c'est la présentation du business plan. Et je ne dirais pas mes attentes, je dirais plutôt leurs attentes. Parce que ce n'est pas pour moi. Mais ce que je veux surtout voir, ce sont des personnes qui comprennent elles-mêmes leur projet. J'aurais bu mon projet et j'aurais permis aux autres de le boire avec moi. J'aurais permis aux autres de voyager avec moi. Les prochaines étapes seront rudes. Et que par conséquent, ils auront la lourde responsabilité de s'assurer que leurs prestations et le contenu de leur projet soient effectivement à la hauteur et la dimension de ce qui est attendu. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Jeune Mansa saison 2.